Hello, c'est Jonas Segla. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne qui bâtit avec vous votre vache à lait. On parlait la dernière fois des 5 facteurs de l'intelligence financière. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième facteur, comment protéger son argent. Eh bien, le sujet d'aujourd'hui, comme je viens de le dire, c'est comment protéger son argent. Leçon numéro 1, les prédateurs souterrains. Si vous commencez à gagner de l'argent, la prochaine étape est de ne pas en perdre. Vous devez donc identifier les prédateurs et les discipliner. Ces prédateurs sont parfois souterrains. Il s'agit en général de vos proches, ce sont des membres de votre famille, ce sont des amis, ce sont des parents peut-être. Ils sont souterrains parce qu'ils vous sont proches et vous ne les voyez pas souvent comme des prédateurs. Ils vous prennent par les sentiments et si vous êtes assez sensible, vous devenez une proie facile à broyer. Vous devez comprendre la mentalité de certains proches, de certains membres de notre famille, de certains parents et amis, surtout en milieu africain. Ils pensent la plupart du temps que vous êtes un investissement à long terme dont ils ont le plein droit de tirer profit. À leur demande, il faut souvent placer des limites raisonnables et sélectionner les projets à financer, les investissements notamment. Vous pouvez par exemple apporter du soutien à vos frères et sœurs qui sont scolarisés ou bien qui apprennent des métiers. Vous pouvez apporter du soutien aux personnes malades. Vous pouvez aider les personnes à mobilité réduite, pourvu que ce soit un investissement. Investir dans la santé, c'est un bon investissement. Investir dans la formation, c'est un bon investissement. Investir dans l'instruction, c'est un bon investissement. Je cite au passage 2 auteurs dont les propos m'ont aidé à protéger mon argent. Je cite, « Si tu désires aider ton ami, fais-le de façon que ces tâches ne retombent pas sur toi. » Ça, c'est dans L'homme le plus riche de Babylone. Et il y a un exemple assez banal qu'on peut trouver dans La chef de ma mère de Ricardo Kanyama, où l'auteur dit avoir refusé de donner $500, il a plutôt donné $100. Sa sœur lui avait demandé $500, mais il en a donné 100 à sa sœur. Donc, il a fait en sorte, il a aidé sa sœur sans que les tâches de sa sœur retombent entièrement sur lui. Plus loin, dans L'homme le plus riche de Babylone, on voit ceci. Les emprunteurs en proie à de vives émotions constituent de grands risques pour le prêteur. Encore, bon, c'est à prendre avec beaucoup de préceptes parce que ça dépend de l'emprunteur. Il y a des emprunteurs qui sont en proie à de vives émotions et qui sont pourtant raisonnables et qui sont crédibles. Donc, à vous de voir selon le cas. Donc, je vous invite à faire du social, mais décourager la dépendance et la mendicité. Je répète, faites du social, mais découragez la dépendance entière et la mendicité. Leçon numéro 2, sauver les actifs. Il ne faut pas vendre un actif ou s'endetter pour des cérémonies ruineuses, comme les enterrements, les baptêmes, les anniversaires, etc. Si vous émettez souvent votre argent, vous avez de fortes chances de devenir ou de rester pauvre. Je connais un monsieur qui a vendu un bien immobilier en griffe commerciale pour financer l'enterrement de sa belle-mère. Ce fait est révélateur d'un manque d'intelligence financière parce qu'il n'est pas recommandé de vendre un actif pour une dépense dispensable. 8 mois après la vente du bien immobilier, on découvre que le bien immobilier a pris de la valeur parce que la zone a commencé à connaître une croissance démographique que le vendeur n'avait pas soupçonné et des besoins ont commencé également à s'exprimer. Aujourd'hui, ce bien immobilier sert d'épicerie rentable à l'acheteur qui a vu l'opportunité d'entreprendre. Voilà donc, inutile de vendre un actif ou s'endetter pour des dépenses qui sont pourtant dispensables ou qui ne sont pas indispensables. Leçon numéro 3, les lois fiscales. Une autre stratégie pour protéger son argent est la maîtrise des lois fiscales et des possibilités légalement autorisées pour mieux gérer les ressources de votre compagnie, de votre entreprise ou de votre organisation. À cet effet, il y a des montages qui peuvent être proposés par votre comptable ou votre fiscaliste, pourvu que ces montages soient légaux. Votre écosystème doit être choisi avec soin pour ne pas verser dans l'illégalité. Si vous faites de l'évasion fiscale, eh bien, il se peut que vous ayez des ennuis. Leçon numéro 4. Les ententes, les contrats, etc. En tant que compagnie ou prestataire, vous devez signer des ententes ou des contrats en bonne et due forme avec vos clients, vos collaborateurs ou associés. Il est facile d'oublier ou de nier un propos qui n'est pas retraçable, qui n'est pas retrouvable. Si vous possédez des preuves écrites ou orales, des enregistrements audio ou vidéo, il est facile de retracer ce qui veut vous échapper. Aujourd'hui, il existe même des signatures vocales qui permettent de sauvegarder certains propos. Je vais vous raconter un fait vécu. Un jour, j'étais dans une communication tendue avec un client sur l'application WhatsApp et je lui ai demandé de m'envoyer une copie de l'entente que nous avions signée.
Il me répond que c'était pourtant moi-même qui la lui avait envoyé et qu'il n'avait même plus la copie de l'entente qu'il avait reçue auparavant. J'ai insisté pour qu'il m'envoie le document, mais il m'envoya des stickers pour se moquer de moi. La vérité est que le dit client avait supprimé l'entente, ne sachant pas que je l'avais transféré sur mon ordinateur. J'étais convaincu qu'il était de mauvaise foi et j'avais compris l'intérêt de prendre mes dispositions et de protéger mon bien légalement acquis. Faites comme moi et signez des contrats, signez des ententes avec vos clients, vos associés ou vos collaborateurs. Ne l'oubliez pas, une signature non précédée de la mention lue et approuvée est pratiquement sans valeur. Leçon numéro 5. Vous venez de signer votre arrêt de mort. Si vous ne lisez pas les contrats, les ententes que vous prenez avec les prestataires ou les institutions qui vous vendent des produits ou services. Bon, j'ai un peu exagéré en parlant d'arrêt de mort, mais c'est quasiment ce que vous faites lorsque vous signez un document de surcroît précédé de la mention lue et approuvée sans l'avoir effectivement lu. Je vais encore vous raconter un fait vécu, donc un fait réel. Mon bail de logement arrivait à terme à Montréal et selon les règlements en vigueur, je devrais soit le renouveler, soit libérer l'appartement. Lors de mon intégration dans l'appartement, je n'avais pas eu suffisamment le temps pour lire tout le document, tant il était long. Sans l'avoir lu en intégralité, j'avais donc intégré la chambre. Quand j'ai découvert que le contrat de bail m'avantageait peu, j'ai décidé d'en sortir. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui n'accepteraient jamais des cartes de crédit s'ils avaient conscience de la notion d'intérêt composé avant la signature des documents à la banque. Signer sans comprendre est aussi dangereux que signer sans lire. À vous de voir. Leçon numéro 6. Les petits caractères. Faites confiance, mais lisez. Lorsque vous lisez un contrat, faites souvent attention aux petits caractères qui ont l'air parfois fastidieux. En général, les petits caractères portent des informations peu avantageuses pour le client, pour le bénéficiaire. S'ils sont petits, c'est peut-être parce que le prestataire ne veut pas que vous découvriez ces informations, les informations qui se trouvent là-dedans. C'est à vous de découvrir ce que recèlent les petits caractères et de voir si cela vous arrange ou pas. J'en ai déjà fait les frais parce que je faisais confiance au beau sourire de mon prestataire. Donc, faites confiance, mais lisez. Leçon numéro 7. Le désendettement. Le désendettement est une arme puissante pour protéger votre argent des taux d'intérêt parfois suicidaires, les intérêts composés notamment. Albert Einstein qualifie les intérêts composés de 8e merveille du monde et ajoute ceci, je cite, « Celui qui les comprend s'enrichit, celui qui ne les comprend pas les paiera. » Fin de citation. En fait, celui qui ne les comprend pas les paye très cher. Si vous êtes vraiment endetté, se libérer progressivement des obligations financières devient une meilleure option pour se protéger de la mauvaise notoriété financière. Pour les prêts conso ou les cartes de crédit, le remboursement doit être une urgence. Une urgence. Pour les bons prêts, les prêts pour investissement, le remboursement peut se faire selon les ententes avec l'institution financière ou le plus rapidement possible selon les capacités de chacun, selon les capacités de l'organisation. Eh bien, voilà les 7 leçons pour protéger son argent. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner.